En 1851, dans une propriété isolée du comté de Hanover en Virginie, 6 personnes disparurent en une seule nuit. Lorsque les autorités pénétrèrent dans la demeure 3 jours plus tard, elles découvrirent une scène que les témoins refusèrent de décrire pendant des décennies. Les registres officiels mentionnent simplement un incendie, mais les lettres privées racontent une toute autre histoire. Avant de poursuivre cette histoire troublante, abonnez-vous à cette chaîne et dites-nous en commentaire de quelle ville vous nous écoutez. Maintenant, retournons en Virginie, à l'époque où certaines vérités étaient plus dangereuses que le silence. La Virginie de 1851 était une terre de contrastes violents. Au nord, les discussions abolitionnistes gagnaient du terrain dans les salons et les églises. Au sud, l'économie reposait entièrement sur le système esclavagiste qui enrichissait quelques familles et en appauvrissait des milliers d'autres. Entre ces deux extrêmes, dans les comtés du centre comme celui de Hanover, régnait une tension palpable, un équilibre fragile maintenu par la violence latente et les conventions sociales rigides. Le comté de Hanover s'étendait sur des terres fertiles, traversées par la rivière Pamunkey, où les plantations de tabac prospéraient depuis plus d'un siècle. Les grandes propriétés y étaient espacées de plusieurs kilomètres, séparées par des forêts denses de chênes et de pins qui créaient un sentiment d'isolement presque absolu. Les routes n'étaient que des chemins de terre rouge qui devenaient impraticables pendant les pluies d'automne. Les voisins les plus proches pouvaient vivre à 1 heure de cheval, et les nouvelles circulaient lentement, filtrées par la discrétion et les intérêts de chacun. C'est dans ce contexte que se dressait la plantation Riverside, une propriété de près de 800 arpents qui appartenait à la famille Caldwell depuis 1768. La demeure principale, construite en briques rouges selon le style georgien typique de l'époque coloniale, s'élevait sur une légère colline dominant la rivière. 2 étages, des fenêtres à guillotine ornées de volets verts, un portique à colonnes blanches, et derrière, les dépendances. Les écuries, la cuisine séparée pour éviter les risques d'incendie, la glacière et plus loin, dissimulée par un bosquet de magnolias, les cabanes des esclaves. En 1851, cette plantation était dirigée par une femme, ce qui en soi constituait une anomalie dans une société où les veuves étaient censées se remarier rapidement ou confier la gestion de leurs biens à un parent masculin. Eleanor Caldwell avait pourtant refusé ces 2 options depuis la mort de son mari 6 ans auparavant. À 42 ans, elle possédait une beauté sévère, des traits anguleux encadrés par des cheveux châtains qu'elle portait toujours tirés en arrière, et des yeux gris-bleus d'une intensité troublante. Les domestiques racontaient qu'elle pouvait vous fixer pendant de longues secondes sans ciller, comme si elle lisait dans vos pensées les plus secrètes. Eleanor Caldwell gérait Riverside avec une efficacité qui forçait le respect, même parmi ceux qui désapprouvaient qu'une femme tienne seule les rênes d'une telle exploitation. Les récoltes étaient bonnes, les dettes remboursées, les comptes tenus avec une précision maniaque. Mais cette efficacité avait un prix. La discipline qu'elle imposait était inflexible, et si elle n'avait jamais recours au châtiment corporel excessif qui caractérisait certains planteurs, son système de punition psychologique était peut-être plus cruel encore. Isolement prolongé, privation de nourriture, séparation des familles, humiliation publique, menaces voilées contre les enfants. Eleanor savait exactement où frapper pour briser la volonté sans laisser de marques visibles. Ses 2 filles, Catherine et Margaret, avaient respectivement 20 et 18 ans en 1851. Catherine, l'aînée, ressemblait à sa mère par les traits, mais possédait une douceur dans le regard qui contredisait la dureté maternelle. Elle passait beaucoup de temps à lire dans la bibliothèque, jouait du piano avec une certaine mélancolie et semblait porter un fardeau invisible qui courbait légèrement ses épaules. Margaret, plus jeune, avait hérité de la détermination de sa mère, mais l'exprimait différemment, avec une impulsivité qui inquiétait Eleanor. Elle montait à cheval avec une audace peu féminine, questionnait les décisions de sa mère avec une franchise dangereuse
et manifestait une curiosité malsaine pour les affaires de la plantation que les jeunes femmes de bonne famille étaient censées ignorer. Les Caldwell entretenaient peu de relations avec les autres planteurs de la région. Eleanor prétextait le deuil prolongé, mais la vérité était plus complexe. Certains murmuraient qu'elle avait toujours été différente, même avant le décès de son mari. D'autres évoquaient des désaccords idéologiques, car Eleanor avait été vue en compagnie de Quakers lors d'un voyage à Richmond quelques années auparavant. Dans une société où les alliances entre familles étaient essentielles à la survie sociale et économique, cet isolement volontaire était perçu comme une forme d'arrogance, voire de folie. La vie quotidienne à Riverside suivait des rythmes immuables. Les esclaves, au nombre de 23, travaillaient dans les champs de tabac du lever au coucher du soleil pendant la saison de croissance. Les femmes s'occupaient de la maison principale, de la cuisine, du jardin potager et du blanchissage. Les enfants commençaient à travailler dès l'âge de 7 ou 8 ans. Le dimanche, seul jour de repos partiel, ils cultivaient leur propre lopin de terre pour compléter les maigres rations distribuées par Eleanor. Parmi ces hommes et femmes réduits en esclavage se trouvaient 4 individus qui joueraient un rôle central dans les événements tragiques de 1851. Nathaniel, 28 ans, était le fils d'une femme que le père d'Eleanor avait acheté à Charleston 30 ans plus tôt. Élevé à Riverside, il avait appris à lire en cachette grâce à un ancien précepteur compatissant, ce qui en faisait une rareté dangereuse dans un monde où l'instruction des esclaves était non seulement interdite, mais considérée comme une menace directe à l'ordre social. Il travaillait comme palefrenier et homme à tout faire, et son intelligence évidente le rendait à la fois précieux et suspect aux yeux d'Eleanor. Samuel, 26 ans, était arrivé à Riverside 5 ans auparavant, acheté lors d'une vente aux enchères à Richmond après la faillite d'un planteur de coton. Grand, robuste, excellent forgeron, il possédait une force physique impressionnante, mais aussi une dignité naturelle qui irritait certains visiteurs blancs. Eleanor l'avait placé à la forge, où il réparait les outils agricoles, ferrait les chevaux et fabriquait les pièces métalliques nécessaires à l'exploitation. Son travail était si remarquable que d'autres planteurs venaient parfois le louer pour quelques jours, pratique qui générait un revenu supplémentaire pour Eleanor. Il y avait aussi Thomas, 24 ans, né dans la plantation voisine mais transféré à Riverside à la suite d'un échange entre propriétaires. Il s'occupait principalement du jardin potager et des vergers, possédait une connaissance approfondie des plantes, et les domestiques venaient souvent le consulter discrètement pour des remèdes à base d'herbes. Cette compétence le plaçait dans une position ambiguë, à la fois respecté et craint par ses pairs, car dans une société où la maladie pouvait signifier la mort, celui qui maîtrisait les secrets de la guérison détenait un pouvoir considérable. Enfin, il y avait Daniel, le plus jeune à 22 ans, charpentier talentueux qui avait construit plusieurs dépendances sur la propriété. Contrairement aux autres, Daniel était né libre dans le Maryland, fils d'un ancien esclave affranchi. Mais à 16 ans, il avait été kidnappé par des trafiquants d'esclaves et vendu en Virginie. Cette histoire, connue de tous à Riverside, ajoutait une dimension particulièrement cruelle à sa condition, car il se souvenait de la liberté, pouvait la nommer, la décrire, alors que pour beaucoup d'autres, elle n'était qu'une notion abstraite. Ces 4 hommes formaient un groupe soudé, uni par des liens de confiance forgés dans l'adversité. Ils se retrouvaient le soir dans la cabane de Nathaniel, parlaient à voix basse de choses qu'il était dangereux d'évoquer en plein jour. Des rumeurs circulaient parmi les autres esclaves sur ces réunions nocturnes, mais personne ne posait de questions. Dans un monde où la survie dépendait souvent de l'ignorance volontaire, il valait mieux ne pas savoir certaines choses. L'hiver de 1850 à 1851 fut particulièrement rigoureux. Les températures chutèrent bien en dessous de zéro pendant plusieurs semaines consécutives. La rivière gela sur près de 30 cm d'épaisseur, et les provisions commencèrent à manquer dans toutes les plantations de la région.
À Riverside, Eleanor réduisit les rations des esclaves pour préserver les stocks, une décision pragmatique selon elle, cruelle selon d'autres. Les tensions montèrent. On signala plusieurs cas de vol de nourriture, punis par des jours d'isolement dans la cave de la maison principale. Un espace humide et glacial où les condamnés grelottaient dans l'obscurité totale. C'est pendant cet hiver que les premiers changements étranges commencèrent à se manifester dans le comportement d'Eleanor Caldwell. Le premier signe vint un soir de février 1851, lorsqu'Eleanor convoqua Catherine dans son bureau. Une pièce austère du rez-de-chaussée meublée d'un secrétaire en acajou, de chaises rigides et d'étagères chargées de registres comptables. Martha, la femme de chambre qui apportait du thé, entendit des éclats de voix inhabituels. Eleanor ne criait jamais, mais ce soir-là, sa voix monta d'un ton. « Vous ne comprenez pas la position dans laquelle nous nous trouvons, » disait-elle. « Les conventions sociales qui régissent ce monde sont des chaînes aussi réelles que celles qui attachent nos esclaves. Mais contrairement à eux, nous avons la possibilité de briser ces chaînes si nous avons le courage de le faire. » Catherine répondit quelque chose d'inaudible, puis Martha entendit clairement « C'est de la folie, mère. Vous ne pouvez pas être sérieuse. »« Je suis parfaitement sérieuse, » répliqua Eleanor avec une froideur qui fit frissonner Martha derrière la porte. « Et vous ferez ce que je vous demande, ou vous quitterez cette maison sans un sou. Est-ce clair ?» Le silence qui suivit dura si longtemps que Martha craignit d'être découverte. Puis elle entendit des sanglots étouffés et le bruit d'une chaise qu'on reculait brusquement. Catherine sortit du bureau en courant, le visage livide, et monta l'escalier sans même remarquer la présence de Martha. Eleanor apparut sur le seuil quelques secondes plus tard, le regard dur, et ordonna sèchement à Martha de nettoyer immédiatement le salon, alors qu'il avait été nettoyé le matin même. Dans les jours qui suivirent, Catherine se renferma complètement. Elle ne quittait plus sa chambre que pour les repas, refusait de jouer du piano, et même Margaret, pourtant peu encline aux démonstrations d'affection, s'inquiéta ouvertement de l'état de sa sœur. Lorsqu'elle interrogea sa mère sur ce qui s'était passé, Eleanor répondit simplement que Catherine avait besoin de temps pour accepter certaines réalités de l'existence et que Margaret comprendrait bientôt de quoi il s'agissait. Cette réponse cryptique ne fit qu'amplifier l'anxiété de Margaret. Elle tenta de parler à Catherine, mais sa sœur refusait de s'expliquer, se contentant de répéter « Elle est devenue folle » entre deux crises de larmes. Margaret envisagea d'écrire à leur oncle paternel, installé à Norfolk, mais Eleanor surveillait tout le courrier entrant et sortant de la propriété avec une vigilance obsessionnelle. Le 28 février, un événement encore plus troublant se produisit. Ce soir-là, après le dîner, Eleanor demanda à Martha de faire venir Nathaniel dans le salon. Cette requête était si inhabituelle que Martha crut d'abord avoir mal entendu. Les esclaves ne pénétraient jamais dans le salon, sauf pour le nettoyer en l'absence de la famille. Faire entrer un homme noir dans cette pièce, de nuit, alors que les filles étaient présentes, constituait une transgression majeure des codes sociaux. Mais Eleanor insista, et Martha n'eut d'autre choix que d'obéir. Elle trouva Nathaniel dans les écuries et lui transmit l'ordre. Elle vit la confusion puis l'inquiétude traverser son visage. Dans une plantation, une convocation nocturne pouvait signifier n'importe quoi, rarement quelque chose de bon. Nathaniel se lava rapidement les mains et le visage, enfila une chemise propre et suivit Martha vers la maison principale. Dans le salon, Eleanor l'attendait assise dans le fauteuil près de la cheminée. Catherine était là aussi, pâle comme un linge, les mains crispées sur ses genoux. Margaret, debout près de la fenêtre, observait la scène avec une expression mêlant perplexité et appréhension. Les bougies projetaient des ombres dansantes sur les murs ornés de portraits de famille qui semblaient surveiller la pièce de leurs regards sévères. « Nathaniel, » commença Eleanor d'une voix calme et mesurée, « je t'ai fait venir ce soir parce que j'ai une proposition à te faire. Une proposition qui changera ta vie et celle de ma fille Catherine.
Nathaniel resta immobile près de la porte, n'osant ni avancer ni parler. Les règles de la plantation étaient là claires. Un esclave ne s'asseyait jamais en présence des maîtres, ne parlait pas sans y être invité, et surtout ne regardait jamais une femme blanche directement dans les yeux. Mais Éléanore lui fit signe d'approcher. « Je veux que tu regardes ma fille, » dit-elle en désignant Catherine. « Regarde-la vraiment. » Nathaniel leva lentement les yeux vers Catherine. Elle gardait la tête baissée, refusant de croiser son regard. On entendait le crépitement du feu dans la cheminée et le tic-tac de la pendule sur le manteau. L'atmosphère dans la pièce était devenue si dense qu'on pouvait presque la toucher. « Catherine a 20 ans, » continua Éléanore. « Selon les conventions de notre société, elle devrait être mariée depuis 2 ou 3 ans déjà. Mais nous vivons isolés ici, loin des cercles sociaux où se font les rencontres convenables. Et à dire vrai, je me méfie des hommes qui viendraient ici uniquement pour mettre la main sur cette propriété. » Elle marqua une pause, laissant ses paroles flotter dans l'air chargé de tension. « J'ai donc décidé que Catherine t'épouserait. » Le silence qui suivit cette déclaration fut assourdissant. Margaret étouffa un cri de stupeur. Catherine fondit en larmes silencieuses. Nathaniel resta figé, incapable de traiter l'information qu'il venait d'entendre. Dans la Virginie de 1851, les relations sexuelles entre hommes noirs et femmes blanches étaient non seulement illégales, mais passibles de la peine de mort pour l'homme. Le mariage était absolument impensable, une impossibilité juridique et sociale si monstrueuse que même l'évoquer constituait un acte de folie pure. « Madame, » finit par articuler Nathaniel d'une voix étranglée, « je ne comprends pas ce que vous voulez dire. » « Tu comprends parfaitement, » répliqua Éléanore avec une froideur glaciale. « Je propose un arrangement. Tu épouseras Catherine dans cette maison, lors d'une cérémonie privée que je présiderai moi-même. En échange, je vous accorderai à tous les deux une liberté relative dans les limites de cette propriété. Vous vivrez ensemble dans une des cabanes que nous ferons aménager convenablement. Tu continueras à travailler comme palefrenier, mais tu ne seras plus considéré comme un simple esclave. Tu seras le mari de ma fille. »« Ah, mère, je vous en supplie, » implora Catherine entre 2 sanglots. « Arrêtez cette mascarade, c'est impossible, c'est illégal, c'est révolutionnaire, » l'interrompit Éléanore. « C'est exactement ce que prêchent les abolitionnistes dans leurs journaux et leurs réunions secrètes. L'égalité entre les races, la fin de l'esclavage. Si nous croyons vraiment à ces principes, nous devons avoir le courage de les appliquer, même si le monde entier nous condamne pour cela. » Margaret s'avança brusquement. « Vous êtes devenue folle, » lâcha-t-elle d'une voix tremblante. « Si quelqu'un apprend cela, il le lynche immédiatement, et nous sommes déshonorés à jamais. Vous détruisez notre famille. » Éléanore se leva lentement et se tourna vers sa fille cadette, avec un sourire qui n'avait rien de maternel. « Tu ne comprends pas encore, Margaret, mais tu comprendras bientôt, parce que toi aussi, tu te marieras bientôt, avec Samuel. » La pièce sembla basculer. Margaret recula comme si elle avait été frappée. « Non, » murmura-t-elle. « Non, 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 vous ne pouvez pas me faire ça. »« Je peux et je vais le faire, » affirma Éléanore avec une détermination terrifiante. « Cette propriété, cette famille, tout ce que nous sommes repose sur un système d'injustice abominable. Je refuse de perpétuer cette injustice. Mes filles ne se marieront pas à des planteurs qui posséderont d'autres êtres humains. Elles se marieront à ceux qui ont été opprimés, et ensemble, nous créerons quelque chose de nouveau. Un exemple pour le monde. » Nathaniel trouva enfin sa voix. « Madame Caldwell, avec tout le respect que je vous dois, ce que vous proposez est un arrêt de mort, pas seulement pour moi mais pour nous tous. Les lois de cet État sont immorales, » l'interrompit Éléanore. « Et nous ne sommes pas obligés de les respecter dans l'intimité de notre foyer. Personne ne saura, personne ne doit savoir. Nous vivrons selon nos propres règles ici, à Riverside. » Elle se tourna vers Catherine. « Tu as jusqu'à demain pour accepter. Si tu refuses, tu quittes cette maison et tu te débrouilles seul. Sans argent, sans référence, sans nom. Car je nierai publiquement que tu es ma fille. »
Catherine sanglota plus fort, incapable de répondre. Éléanore regarda ensuite Margaret. La même règle s'applique à toi. Vous avez toutes les deux la nuit pour réfléchir. Puis, elle se tourna vers Nathaniel. Toi, tu n'as pas le choix. Tu es ma propriété légale, tu feras ce que je t'ordonne. Maintenant, retourne dans ta cabane et ne parle de ceci à personne. Si j'apprends que tu as mentionné cette conversation, les conséquences seront terribles. Nathaniel sortit rapidement du salon, le cœur battant si fort qu'il pouvait l'entendre dans ses oreilles. En traversant le couloir, il croisa Martha qui faisait semblant d'épousseter une console. Leurs regards se croisèrent brièvement, et Nathaniel comprit qu'elle avait tout entendu. Cette nuit-là, personne ne dormit à Riverside. Dans la maison principale, Catherine pleura jusqu'à l'aube, tandis que Margaret faisait les 100 pas dans sa chambre, cherchant désespérément une issue. Dans les cabanes des esclaves, Nathaniel raconta à voix basse ce qui s'était passé à Samuel, Thomas et Daniel. Les 4 hommes restèrent assis en silence pendant des heures, essayant de comprendre ce qui était en train de se produire. « C'est un piège !» finit par dire Samuel. « Elle est en train de nous tendre un piège. »« Mais pourquoi ?» demanda Thomas. « Quel intérêt aurait-elle à faire une chose pareille ?»« Je ne sais pas, » répondit Nathaniel. « Mais ce que je sais, c'est que nous sommes tous en danger maintenant. Si cette histoire sort de cette propriété, nous serons tous tués, même ceux qui n'ont rien fait. » Daniel, qui était resté silencieux jusque-là, prit la parole. Elle a parlé d'abolitionnisme, d'égalité. Vous pensez qu'elle est sincère? Sincère ou folle, quelle différence? Répliqua Samuel. Le résultat sera le même. La mort. Au petit matin, Martha se rendit discrètement voir Nathaniel avant le lever du soleil. « Il faut que tu partes, » lui dit-elle avec urgence. « Cette nuit même. Prends ce que tu peux et va vers le nord. Je connais des gens qui peuvent t'aider. »« Et les autres ?» demanda Nathaniel. « Si je pars, elles pourraient tous les punir. »« Si tu restes, vous mourrez tous, » répondit Martha. « Elle est devenue folle, Nathaniel. Je l'ai vue changer ces derniers mois. Elle ne dort presque plus. Elle parle toute seule dans son bureau. Elle lit des livres interdits qu'elle cache derrière les registres comptables. Quelque chose s'est brisé en elle. » Mais Nathaniel ne pouvait pas partir. Pas seulement à cause des autres, mais aussi parce qu'une partie de lui-même, une partie qu'il avait du mal à accepter, était curieuse de voir jusqu'où Éléanore Caldwell était prête à aller. Était-il vraiment possible qu'une femme blanche, propriétaire d'esclaves, envisage sérieusement de faire de lui son gendre? L'idée était si absurde, si révolutionnaire, si dangereuse qu'elle en devenait presque fascinante. Le lendemain soir, le 1er mars, Éléanore réunit à nouveau tout le monde dans le salon. Catherine et Margaret étaient présentes, les yeux rougis, mais le visage fermé. Nathaniel et Samuel avaient été convoqués. L'atmosphère était encore plus tendue que la veille. Éléanore ne perdit pas de temps en préambule. « Avez-vous pris vos décisions ?» demanda-t-elle à ses filles. Catherine parla la première, d'une voix à peine audible. « J'accepte. » Margaret resta silencieuse pendant plusieurs secondes, puis articula entre ses dents serrées. « Je n'ai pas le choix. Vous ne m'en laissez aucun. » « Bien, » conclut Éléanore avec satisfaction. « Les cérémonies auront lieu dimanche prochain. J'ai déjà préparé les textes que nous réciterons. En attendant, Nathaniel et Samuel, vous commencerez à prendre vos repas avec la famille. Il est temps que nous apprenions à vivre selon de nouvelles règles. » Les jours qui suivirent furent surréalistes. Nathaniel et Samuel se retrouvèrent à manger dans la salle à manger de la maison principale, assis à la même table que les femmes blanches qu'ils avaient servies toute leur vie. Les domestiques noirs qui apportaient la nourriture les regardaient avec un mélange de stupéfaction et d'horreur. Les conventions sociales qui régissaient chaque interaction depuis des générations étaient brisées, et personne ne savait comment se comporter. Catherine refusait de regarder Nathaniel. Elle mangeait en silence, le regard fixé sur son assiette, et montait dans sa chambre dès que possible. Margaret, en revanche, observait Samuel avec une attention dérangeante, comme si elle essayait de comprendre quelque chose qu'elle ne pouvait pas encore nommer. Samuel gardait les yeux baissés,
paralysée par la situation. Eleanor, elle, parlait pendant les repas avec une animation presque joyeuse, évoquant des sujets philosophiques, citant des passages de livres abolitionnistes, expliquant sa vision d'une société nouvelle où les distinctions de race n'auraient plus aucun sens. Elle semblait habitée par une ferveur presque religieuse, comme si elle accomplissait une mission sacrée. Le samedi, veille des mariages prévus, Thomas vint trouver Nathaniel dans les écuries. « Il faut faire quelque chose », dit-il à voix basse. Les autres esclaves sont terrifiés. Ils pensent que si les autorités apprennent ce qui se passe ici, nous serons tous pendus ou vendus vers le sud, dans les plantations de coton où on meurt en quelques années. « Je sais », répondit Nathaniel. « Mais que veux-tu que je fasse? Refuser. Elle m'a clairement dit que je n'avais pas le choix. Tu pourrais t'enfuir et abandonner Catherine à son sort. » Nathaniel s'interrompit, surpris lui-même par ses propres mots. Quand avait-il commencé à penser à Catherine comme à une personne qu'il pourrait protéger, plutôt qu'à la fille de sa maîtresse? Thomas le regarda longuement. « Tu as des sentiments pour elle? »« Je ne sais pas ce que je ressens, » admit Nathaniel. « Tout est tellement insensé. Mais oui, je pense qu'elle souffre autant que nous, peut-être plus, parce qu'elle a été élevée dans ce monde de privilèges. Et maintenant, sa mère détruit tout ce qu'elle connaissait. C'est de la folie, murmura Thomas. Vous êtes tous en train de devenir fous. Cette nuit-là, Nathaniel ne put dormir. Il pensait à sa mère, vendue vers le sud quand il avait 12 ans après avoir cassé un vase précieux. Il pensait à son père, dont il ne connaissait même pas le nom. Il pensait à tous ceux qui avaient vécu et étaient morts dans les chaînes, sans jamais connaître autre chose. Et maintenant, Eleanor Caldwell lui offrait quelque chose qui n'avait pas de nom, quelque chose entre la liberté et la servitude, quelque chose qui pouvait le détruire mais qui était aussi inexplicablement tentant. Le dimanche 7 mars 1851, à 10 heures du matin, eut lieu ce qui devait être la cérémonie de mariage la plus étrange de toute l'histoire de la Virginie. Dans le salon de Riverside, devant une petite assemblée composée uniquement des domestiques noirs de la maison, Eleanor Caldwell présida à l'union de sa fille aînée Catherine avec Nathaniel, son palefrenier. Il n'y avait pas de prêtre. Eleanor avait rédigé elle-même une sorte de liturgie qui mélangeait des passages bibliques sur l'égalité devant Dieu avec des extraits de déclarations abolitionnistes. Elle portait une robe noire austère et tenait à la main un livre de prières duquel elle avait arraché plusieurs pages pour les remplacer par ses propres textes manuscrits. Catherine était vêtue d'une robe simple, grise, sans ornement. Elle avait refusé de porter la robe de mariée familiale qui attendait dans une malle au grenier depuis 3 générations. Son visage était d'une pâleur mortelle. Ses mains tremblaient visiblement. Nathaniel portait des vêtements propres mais ordinaires, une chemise blanche et un pantalon de toile. Il se tenait droit, le visage fermé, conscient que chaque personne présente dans la pièce le regardait avec des émotions complexes allant de la pitié à la terreur. Les domestiques assistaient à la scène dans un silence de mort. Martha pleurait doucement, sachant que rien de bon ne pouvait sortir de cette mascarade. Les autres gardaient les yeux baissés, priant pour que cette folie ne les engloutisse pas tous. Eleanor récita ses textes d'une voix forte et assurée. « Devant Dieu et devant ses témoins, je déclare que toutes les distinctions de race sont des inventions humaines dénuées de fondements divins. Nous sommes tous égaux dans l'amour du Créateur. Aujourd'hui, nous rejetons les lois injustes des hommes pour embrasser la loi supérieure de la conscience. Catherine Caldwell, acceptes-tu de prendre Nathaniel pour époux, non pas malgré la couleur de sa peau, mais justement à cause de ce que cette union représente? Un refus de l'oppression, une affirmation de l'égalité fondamentale. » Catherine mit plusieurs secondes avant de répondre, d'une voix si faible qu'on l'entendit à peine. « Oui. » Eleanor se tourna vers Nathaniel. « Nathaniel, acceptes-tu de prendre Catherine pour épouse, sachant que cette union vous placera tous les deux en danger, mais qu'elle affirme votre humanité commune et votre droit à choisir votre propre destin ?» Nathaniel regarda Catherine pour la première fois depuis le début de la cérémonie.
Il vit ses larmes silencieuses, son visage livide, son corps qui semblait vouloir s'effondrer, et quelque chose en lui se brisa. Peut-être était-ce de la compassion, peut-être était-ce la compréhension soudaine qu'elle était autant prisonnière de cette situation que lui. Peut-être était-ce simplement l'épuisement après des jours de tension insoutenable. « Oui, dit-il. » Éléanore sourit. « Alors je vous déclare mariés devant Dieu et devant cette assemblée. Que personne ne sépare ce que nous avons uni ici aujourd'hui. » Elle sortit ensuite 2 anneaux de sa poche, de simples anneaux de fer qu'elle avait fait forger par Samuel quelques jours auparavant. Elle les donna à Catherine et Nathaniel, qui les passèrent à leurs doigts respectifs, avec des gestes mécaniques, comme des automates. « Vous pouvez vous embrasser, » dit Éléanore. Ce fut le moment le plus atroce de la cérémonie. Catherine et Nathaniel se rapprochèrent maladroitement, conscients que tous les yeux étaient fixés sur eux. Leurs lèvres se touchèrent brièvement, un contact froid et mécanique qui n'avait rien à voir avec de l'affection. Puis, ils reculèrent immédiatement, incapables de soutenir plus longtemps cette intimité forcée. Éléanore applaudit, seule. « Magnifique, dit-elle. C'est un jour historique, un jour dont on se souviendra. » Mais personne d'autre n'applaudit. Le silence était pesant, chargé d'horreur et d'incompréhension. Martha quitta discrètement la pièce, incapable d'en supporter davantage. Les autres domestiques restèrent figés, attendant la permission de partir. « Vous pouvez disposer, » dit finalement Éléanore. « Il y aura un repas de noces à midi. Nathaniel et Catherine, vous vous installerez dès ce soir dans la cabane que j'ai fait aménager pour vous. » La cabane en question était située à l'écart des autres, près du verger. Éléanore y avait fait apporter un véritable lit avec un matelas, des draps propres, un poêle, une table et 2 chaises. Pour les standards d'une cabane d'esclaves, c'était du luxe. Mais cela restait une cabane, un espace exigu qui témoignait de l'impossibilité fondamentale de la situation. Catherine Caldwell, élevée dans le confort de la grande maison, allait vivre dans les mêmes conditions que les esclaves. Nathaniel, qui avait vécu toute sa vie dans la promiscuité et la privation, allait partager cet espace avec une femme blanche qu'il n'avait jamais choisie. L'après-midi, ce fut au tour de Margaret et Samuel. La cérémonie se déroula de manière identique, avec les mêmes textes, les mêmes rituels. Mais Margaret ne pleura pas. Elle resta de marbre tout au long de la procédure, le visage fermé, le regard vide. Samuel semblait au bord de l'évanouissement, les mains moites, le front couvert de sueur. Quand Éléanore leur demanda de s'embrasser, Margaret se contenta de poser ses lèvres sur la joue de Samuel, avant de se détourner immédiatement. Les repas de noces furent des affaires lugubres. Éléanore avait fait préparer un festin avec du rôti de porc, des légumes, des tartes, du vin. Mais personne ne mangeait vraiment. Catherine et Nathaniel étaient assis côte à côte à la table principale, mais ne se parlaient pas. Margaret et Samuel étaient dans le même état. Éléanore, seule, semblait avoir de l'appétit, et elle parlait sans interruption, évoquant l'avenir radieux qui les attendait, la nouvelle société qu'ils étaient en train de construire. « Vous ne comprenez pas encore, » disait-elle en levant son verre de vin. « Mais dans quelques années, quand l'esclavage sera aboli dans tout le pays, on parlera de nous comme de pionniers, de visionnaires. Vous serez fiers de ce que nous faisons ici. » Mais personne ne répondit à son toast. Les domestiques qui servaient le repas le faisaient en silence, évitant les regards. L'atmosphère était si pesante qu'on avait du mal à respirer. Ce soir-là, lorsque Catherine et Nathaniel se retrouvèrent seuls dans leur cabane, un silence oppressant s'installa entre eux. La petite pièce était éclairée par une seule bougie qui projetait des ombres tremblantes sur les murs de bois brut. Le lit, avec ses draps blancs soigneusement repliés, semblait les narguer, rappelant les attentes implicites d'un mariage normal. Catherine s'assit sur l'une des chaises, le dos raide, les mains crispées sur ses genoux. Nathaniel resta debout près de la porte, ne sachant pas quelle attitude adopter. Fallait-il qu'il parle? Devait-il sortir? Était-il censé se comporter comme un époux? Tout son être se révoltait contre cette situation absurde.
Je dormirai par terre, finit-il par dire. Tu peux prendre le lit. Catherine leva les yeux vers lui, et pour la première fois depuis le début de cette histoire, elle le regarda vraiment. Non, dit-elle d'une voix faible. Tu dormiras dans le lit, je ne peux pas ce soir. Catherine, ne m'appelle pas par mon prénom, l'interrompit-elle sèchement. Je suis mademoiselle Caldwell. Tu es... Elle s'arrêta, incapable de terminer sa phrase. Qu'était-il exactement? Son mari? Son esclave? Son égal? Son inférieur? Toutes ces catégories semblaient avoir perdu leur sens. Nathaniel s'assit sur le bord du lit, gardant une distance respectueuse. « Je ne voulais pas de ça, » dit-il doucement. « Tu dois le savoir. Je n'ai jamais demandé rien de tout ceci. »« Tu crois que je le voulais ?» rétorqua Catherine, la voix tremblante de colère et de désespoir. « Tu crois que j'ai rêvé toute ma vie de finir dans une cabane d'esclaves, mariée à... » Elle s'interrompit à nouveau, consciente de la cruauté de ses mots. « À un nègre » compléta Nathaniel amèrement. « Tu peux le dire. C'est ce que nous sommes pour vous. Des animaux qu'on possède, qu'on achète, qu'on vend, qu'on marie de force quand ça arrange nos maîtres. » Catherine se leva brusquement. « Ce n'est pas moi qui ai fait ça, » cria-t-elle. « C'est elle. Ma mère est devenue folle et elle nous détruit tous. » Des larmes coulaient maintenant librement sur son visage. Elle s'effondra sur la chaise, secouée de sanglots. Nathaniel la regarda pleurer pendant un long moment, combattant l'impulsion étrange de la consoler. Finalement, il se leva et alla vers la porte. « Où vas-tu » demanda Catherine entre deux sanglots. « Dehors, pour te laisser tranquille. »« Non !» La véhémence de sa réponse les surprit tous les deux. « Ne pars pas. Si elle nous voit dormir séparément, je ne sais pas ce qu'elle fera. Elle pourrait décider que nous n'avons pas respecté ses règles. Elle pourrait te punir. Ou pire. » Nathaniel se retourna. « Que veux-tu que je fasse alors? Reste ici, on va éteindre la bougie et on va faire semblant. Faire semblant d'être ce qu'elle veut que nous soyons, jusqu'à ce qu'on trouve un moyen de sortir de cette situation. » Ils passèrent cette première nuit étendus chacun d'un côté du lit, aussi loin l'un de l'autre que possible, sans se toucher, sans se parler, écoutant la respiration de l'autre dans l'obscurité. Le sommeil ne vint pour aucun d'eux. Dans la cabane voisine, Margaret et Samuel vivaient une situation similaire, mais encore plus tendue. Margaret refusait catégoriquement de se déshabiller en présence de Samuel et lui ordonna de se retourner pendant qu'elle enfilait sa chemise de nuit. Samuel obéit, fixant le mur de bois, conscient de l'absurdité totale de la situation. Ils s'allongèrent ensuite dans le lit, Margaret emmitouflée dans une couverture supplémentaire qu'elle avait apportée de la maison, créant une barrière physique entre eux. « Si tu me touches, » dit-elle d'une voix glaciale, « je crie, et ils te pendent. » Samuel ne répondit pas, il savait qu'elle avait raison, peu importait que Eleanor Caldwell ait prononcé une cérémonie de mariage dans son salon. Aux yeux de la loi et de la société, ce qu'il était censé faire cette nuit constituait un crime capital. La peur lui nouait l'estomac. Les jours suivants établirent une routine aussi étrange qu'insoutenable. Nathaniel et Samuel continuaient à travailler dans la journée, aux écuries et à la forge respectivement. Mais le soir, ils devaient rejoindre leur épouse dans les cabanes et prendre les repas avec la famille dans la maison principale. Catherine et Margaret participaient à ces dîners en silence, mangeant à peine, évitant les regards. Eleanor, elle, continuait son discours enflammé sur l'égalité, la justice et l'avenir radieux qui les attendait tous. Mais les fissures commencèrent rapidement à apparaître. Les autres esclaves de la plantation regardaient Nathaniel et Samuel avec une méfiance grandissante. Ils les voyaient manger à la table des maîtres, dormir dans des cabanes confortables, être traités différemment. Certains y voyaient de la trahison, d'autres une menace. Car si les choses tournaient mal, si les autorités découvraient ce qui se passait à Riverside, ce n'était pas seulement Nathaniel et Samuel qui seraient punis. C'étaient tous les esclaves de la propriété qui risquaient d'être vendus, dispersés, ou pire. Martha essaya de parler à Eleanor, de la raisonner.
Elle la trouva un soir dans son bureau, entourée de livres et de papiers, écrivant frénétiquement à la lueur d'une lampe à huile. « Madame, » commença Martha prudemment, « les gens parlent. Dans les cabanes, en ville quand on va au marché. Des rumeurs circulent. » Éléanore leva les yeux et Martha fut frappée par l'intensité de son regard. Il y avait quelque chose de fiévreux dans ses yeux, une lueur qui n'était pas tout à fait saine. « Laisse-les parler, » dit Éléanore. « Les révolutions ne se font jamais dans le silence. Mais madame, ce n'est pas une révolution. C'est... » Martha chercha ses mots. « C'est mettre tout le monde en danger. Vos filles, Nathaniel et Samuel, nous tous. » « Le changement exige des sacrifices, » répondit Éléanore en retournant à son écriture. « Tu ne peux pas comprendre, Martha. Tu n'as pas lu ce que j'ai lu, tu ne vois pas ce que je vois. Nous sommes à l'aube d'un nouveau monde. » « Et si ce nouveau monde nous détruit tous ?» murmura Martha. Mais Éléanore ne répondit pas. Elle était déjà replongée dans ses papiers, perdue dans ses pensées fiévreuses. Mars passa, puis avril commença. Et la situation à Riverside continua de se dégrader selon une logique qui semblait échapper à tout contrôle. Ce qui avait commencé comme un acte de folie isolé prenait désormais les dimensions d'une catastrophe annoncée, mais dont personne ne pouvait prédire la forme exacte. Eleanor Caldwell intensifia ses réformes. Elle décréta que les châtiments corporels étaient désormais interdits sur la propriété, ce qui en théorie aurait dû réjouir les esclaves, mais qui, dans le contexte de tension extrême, ne fit qu'accroître la confusion. Elle commença à distribuer des portions de nourriture égales à tous, y compris à elle-même et à ses filles, ignorant délibérément les hiérarchies établies. Elle insista pour que Nathaniel et Samuel l'appellent par son prénom, Éléanore, une familiarité qui les mettait profondément mal à l'aise et qui horrifiait Catherine et Margaret. Un matin, elle convoqua Thomas et Daniel dans son bureau. Les deux hommes se présentèrent avec appréhension, redoutant ce qui allait suivre. « Je veux étendre notre expérience », annonça Éléanore sans préambule. « J'ai réfléchi. Et il serait injuste de limiter cette opportunité à seulement 2 personnes. Vous deux, Thomas et Daniel, méritez également la liberté et l'égalité. » Thomas et Daniel échangèrent un regard alarmé. « Madame, » commença prudemment Daniel, « nous vous remercions pour votre générosité, mais nous ne souhaitons pas être impliqués dans ce qui se passe ici. » Le visage d'Éléanore se durcit. « Tu ne comprends pas. Ce n'est pas une question de souhait. C'est une question de justice. Vous êtes mes esclaves, ce qui signifie que vous êtes mes responsabilités morales. Je ne peux pas libérer seulement 2 d'entre vous. Ce serait créer une nouvelle forme d'inégalité. Mais madame, intervint Thomas, vous ne nous avez pas vraiment libérés. Nathaniel et Samuel sont toujours ici. Ils travaillent toujours. La seule différence, c'est qu'ils sont maintenant mariés à vos filles, ce qui les met tous en danger de mort. » « La vraie liberté, » répliqua Éléanore avec une conviction effrayante, « ne peut exister que lorsque les barrières entre les races sont abolies. Le mariage est l'union la plus intime qui soit. En franchissant cette barrière, nous détruisons toutes les autres. »« Vous nous demandez de nous marier ?» demanda Daniel incrédule. « Mais à qui ? Vous n'avez plus de filles à marier. » Éléanore sourit, et ce sourire glaça le sang des 2 hommes. « Je vais trouver une solution. Il y a d'autres femmes blanches dans la région. Des veuves, des femmes seules, des femmes qui pourraient être convaincues de rejoindre notre cause. Madame Caldwell, dit Thomas d'une voix tremblante, avec tout le respect que je vous dois, ce que vous proposez va nous faire tuer, tous autant que nous sommes. Quand les gens de la région découvriront ce qui se passe ici, ils viendront avec des torches et des fusils, ils nous pendront, ils brûleront la propriété, ils ne découvriront rien, l'interrompit Éléanore. Parce que nous ne leur dirons rien, et si tu es en train de suggérer que quelqu'un pourrait les informer, elle laissa la menace flotter dans l'air. Je te rappelle que la loi protège ma propriété. Cela inclut tous mes esclaves. Si l'un d'entre vous tente de fuir ou de révéler ce qui se passe ici,
J'ai le droit légal de vous faire poursuivre, capturer et punir. » C'était vrai, et tous le savaient. Éléanore possédait un pouvoir absolu sur eux. Elle pouvait les marier de force, les garder prisonniers, les punir selon son bon vouloir, et la loi serait de son côté. L'ironie amère de la situation n'échappait à personne. Éléanore prétendait libérer ses esclaves en les enfermant dans une situation encore plus dangereuse que la simple servitude. Thomas et Daniel quittèrent le bureau, complètement démoralisés. Ils rejoignirent Nathaniel et Samuel dans les écuries où les 4 hommes tinrent conseil. « Il faut partir », dit Daniel avec urgence. « Tous les 4, cette nuit même. »« Et aller où ?» demanda Samuel. « Nous sommes en Virginie. Le nord est à des centaines de kilomètres. Nous n'avons pas d'argent, pas de papier libre, pas de contact. Nous serions repris en quelques jours. »« Alors nous mourrons en essayant, » répliqua Daniel. « C'est mieux que de mourir ici. » « Et Catherine et Margaret ?» demanda Nathaniel doucement. « Vous pensez qu'Éléanore les laissera tranquilles si nous partons? Elle les punira. Elle pourrait même... » Il n'osa pas terminer sa phrase, mais tous comprirent. Éléanore était capable de tout maintenant. « Ce ne sont pas nos responsabilités, » dit Thomas avec dureté. « Ce sont des femmes blanches. Elles ont toute leur vie eu du pouvoir sur nous. Si elles souffrent maintenant à cause des décisions de leur mère, ce n'est pas notre problème. »« Tu ne penses pas vraiment ça ?» dit Nathaniel. « Si, » insista Thomas. « Je le pense. Nous ne leur devons rien. » Mais Nathaniel secoua la tête. « Catherine n'a rien demandé de tout ceci. Elle est autant prisonnière que nous, plus même peut-être parce qu'elle a perdu tout ce qu'elle connaissait. Sa position sociale, sa réputation, son avenir, tout. » Samuel regarda Nathaniel avec attention. « Tu as des sentiments pour elle. » Ce n'était pas une question. Nathaniel ne répondit pas immédiatement. Il pensait aux nuits passées dans la cabane, côte à côte dans le lit, sans se toucher, mais conscient de la présence de l'autre. Il pensait aux rares moments où Catherine lui avait parlé, racontant des bribes de son enfance, de ses espoirs avant que tout s'effondre. Il pensait à la manière dont elle avait commencé, très progressivement, à le regarder non plus comme un étranger menaçant, mais comme un compagnon d'infortune. « Je ne sais pas ce que je ressens, » admit-il finalement. « Mais je sais que je ne peux pas la laisser seule face à Éléanore. »« Alors tu es un imbécile, » dit Daniel. « Et tu vas mourir à cause de cette imbécilité. » Pendant ce temps, dans la maison principale, Catherine et Margaret avaient leur propre conversation, aussi désespérée que celle des hommes. Elles étaient dans la chambre de Catherine, porte fermée, parlant à voix basse pour ne pas être entendues. « Nous devons partir, » disait Margaret. « Fuir. Cette nuit. Prendre des chevaux et aller à Norfolk chez oncle William. Il nous protégera. »« Mère a écrit à oncle William il y a 2 semaines, » répondit Catherine. « Je l'ai vu cacheter la lettre. Je ne sais pas ce qu'elle lui a dit, mais connaissant notre mère, elle a probablement arrangé les choses pour qu'il refuse de nous accueillir. Alors nous irons ailleurs, à Richmond, n'importe où. »« Avec quel argent ?» demanda Catherine. « Mère contrôle tout. Nous n'avons rien. Pas d'argent, pas de bijoux à vendre, rien. Elle a tout verrouillé. » Margaret se laissa tomber sur le lit, accablée. Comment en sommes-nous arrivés là? Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de mère? Catherine réfléchit longuement avant de répondre. Je pense qu'elle a toujours été différente. Tu te souviens quand nous étions petites, comme elle était distante avec père? Comme elle passait des heures dans son bureau à lire? Elle n'a jamais vraiment appartenu à ce monde. Elle le tolérait, mais elle ne l'acceptait pas. Et quand père est mort, quelque chose s'est brisé. La corde qui la retenait a cédé. Mais pourquoi ceci? Insista Margaret. Pourquoi cette obsession pour l'égalité raciale? Pourquoi nous forcer à épouser des esclaves? Parce que c'est la transgression ultime, suggéra Catherine. C'est la manière la plus violente de détruire l'ordre social qu'elle déteste. Et nous sommes ses instruments. Elle nous utilise pour faire une déclaration. Une déclaration qui va nous tuer, murmura Margaret. Elles restèrent silencieuses un long moment. Puis Catherine prit la main de sa sœur, un geste d'affection rare entre elles.
Je suis désolé, dit-elle. Désolé que tu sois entraîné dans cette histoire. Ce n'est pas ta faute, répondit Margaret. C'est la sienne. Mais c'est moi qui ai accepté la première, dit Catherine. Si j'avais refusé, si j'avais choisi de partir, peut-être que tu aurais eu une chance. Margaret secoua la tête. Non, elle t'aurait forcé d'une manière ou d'une autre. Mère obtient toujours ce qu'elle veut. Ce soir-là, lorsque Catherine retourna dans sa cabane, elle trouva Nathaniel assis sur le lit, les coudes sur les genoux, la tête entre les mains. Il leva les yeux quand elle entra, et elle fut frappée par l'expression de désespoir sur son visage. « Qu'y a-t-il » demanda-t-elle, et pour la première fois, il y avait une vraie inquiétude dans sa voix. « Ta mère veut étendre son expérience, dit Nathaniel. Elle veut que Thomas et Daniel se marient aussi. Elle parle de convaincre d'autres femmes blanches de la région de rejoindre sa cause. » Catherine s'assit lourdement sur la chaise. « Mon Dieu !» murmura-t-elle. « Elle va vraiment nous faire tuer. »« Tous. Il faut partir, » dit Nathaniel. « Tous. » Cette nuit. Catherine le regarda, surprise. « Tu partirais ? Avec moi ?»« Oui, » répondit-il sans hésitation. « Je ne peux pas rester ici à attendre que tout explose, et je ne peux pas te laisser seule avec elle. »« Pourquoi ?» demanda Catherine. « Pourquoi te soucies-tu de ce qui m'arrive ? Je suis la fille de ta maîtresse. La fille de celle qui te possède. » Nathaniel la regarda longuement. « Parce que tu n'es pas Éléanore. Tu ne m'as jamais maltraité. Et parce que... » Il hésita. « Parce que ces dernières semaines, dans cette cabane, j'ai appris à te connaître. Un peu. Et je pense que tu es prisonnière autant que moi, juste d'une manière différente. » Les yeux de Catherine se remplirent de larmes. « Je suis désolée, dit-elle. Pour tout. Pour l'esclavage, pour ma famille, pour ce que nous vous avons fait. Ce n'est pas toi qui as fait ça, répondit Nathaniel. C'est le monde entier, mais peut-être qu'on peut essayer de survivre ensemble dans ce monde terrible. Pour la première fois depuis leur mariage forcé, ils se prirent la main. Un geste simple, presque banal, mais qui dans ce contexte prenait une signification immense. C'était le premier contact volontaire entre eux, le premier signe d'une connexion humaine réelle, au-delà des rôles imposés. « Alors partons, » dit Catherine. « Cette nuit, prenons ce que nous pouvons et partons vers le nord. » Mais avant qu'ils puissent élaborer un plan, la porte de la cabane s'ouvrit brusquement. Éléanore se tenait sur le seuil, accompagnée de Martha, qui portait une lanterne. L'expression sur le visage d'Éléanore était indéchiffrable. « Je savais que vous comploteriez, » dit-elle calmement. « Martha m'a informé de vos discussions. » Catherine et Nathaniel regardèrent Martha avec stupeur. La vieille domestique gardait les yeux baissés, refusant de croiser leurs regards. « Martha, » murmura Catherine, « comment as-tu pu ?»« J'ai fait ce que je devais faire, » répondit Martha d'une voix tremblante, « pour protéger tout le monde. » Éléanore entra dans la cabane et Martha resta dehors avec la lanterne. « Vous pensiez vraiment pouvoir fuir ?» demanda Éléanore. « Vous allez où exactement ? Dans le nord où Catherine serait déshonorée et rejetée par la société blanche pour avoir épousé un nègre, où Nathaniel serait capturé et ramené ici, ou pire, tué en chemin. Partout ailleurs serait mieux qu'ici, dit Catherine avec une audace qu'elle ne se connaissait pas. Vous êtes devenue folle, mère. Vous allez nous détruire tous avec vos idées délirantes. Éléanore gifla sa fille avec une violence soudaine. Catherine porta la main à sa joue, choquée. Nathaniel fit un mouvement instinctif pour la protéger, mais Éléanore se tourna vers lui avec une telle intensité qu'il se figea. « Vous ne comprenez pas, » dit Éléanore d'une voix dangereusement basse. « Vous ne voyez pas la beauté de ce que je construis ici. Un nouveau monde. Un monde où les distinctions de race n'existent plus. Un monde où mes petits-enfants naîtront libres, métissés, symboles vivants de l'égalité. » « Vos petits-enfants ?» répéta Catherine horrifiée. « Vous pensez que je vais... que nous allons... » « Bien sûr, » dit Éléanore comme si c'était évident. « C'est le but ultime de tout mariage. La procréation, la continuation de la lignée. Vos enfants seront les premiers d'une nouvelle race.
Une race qui transcendra toutes les catégories stupides que la société a créées. Vous êtes folle, murmura Nathaniel. Complètement folle. Éléanore se tourna vers lui. Non, je suis la seule personne saine d'esprit dans un monde devenu fou. Et vous allez tous m'obéir. Parce que si vous ne le faites pas... Elle sortit quelque chose de la poche de sa robe. Un petit pistolet. Je vous tuerai moi-même. Le silence qui suivit cette menace fut absolu. Catherine regarda sa mère, cette femme qu'elle avait connue toute sa vie, et comprit qu'elle ne la reconnaissait plus. Eleanor Caldwell avait franchi une ligne invisible, un point de non-retour où la raison avait cédé la place à une obsession dévorante. « Vous ne nous tuerez pas », finit par dire Catherine avec plus de courage qu'elle n'en ressentait. « Parce que nous sommes nécessaires à votre expérience. Sans nous, tout s'effondre. » Eleanor sourit, et ce sourire était terrifiant. « Tu as raison, » admit-elle. « Je ne vous tuerai pas, mais je peux tuer les autres. Thomas, Daniel, tous les esclaves de cette propriété, un par un, jusqu'à ce que vous obéissiez. » Elle sortit de la cabane, laissant Catherine et Nathaniel pétrifiés. Martha ferma la porte derrière elle, et ils entendirent le cliquetis d'un verrou qu'on fermait de l'extérieur. Ils étaient prisonniers. Les jours suivants, Riverside devint une prison. Eleanor fit installer des verrous sur toutes les cabanes et sur les chambres de la maison principale. Nathaniel, Samuel, Catherine et Margaret étaient désormais littéralement enfermés la nuit. Le jour, ils étaient surveillés en permanence par Martha et deux autres domestiques qu'Eleanor avait achetés au début du printemps. Deux hommes silencieux et massifs qui avaient travaillé comme surveillants sur une plantation brutale du sud de la Virginie. Ces deux hommes, Isaiah et Caleb, n'avaient aucune loyauté envers les autres esclaves de Riverside. Ils étaient les instruments d'Eleanor, et ils accomplissaient leur tâche avec une efficacité glaciale. Ils patrouillaient la propriété jour et nuit, portant ouvertement des fouets et des gourdins. Leur présence transformait l'atmosphère de la plantation. Ce qui avait été un lieu de travail dur, mais prévisible, devenait maintenant un espace de terreur constante. Thomas et Daniel tentèrent de s'échapper une nuit de la mi-avril. Ils avaient réussi à atteindre la lisière de la forêt quand Isaiah et Caleb les rattrapèrent avec des chiens. La punition fut exemplaire. Eleanor les fit fouetter devant tous les esclaves rassemblés, une scène d'une brutalité qui contredisait totalement son discours sur l'égalité et la justice. Elle justifie cette violence en expliquant qu'ils avaient trahi la communauté, qu'ils avaient mis tout le monde en danger par leur égoïsme. « Vous ne comprenez pas » hurla-t-elle pendant que les coups pleuvaient sur les dos de Thomas et Daniel. Nous sommes à un moment historique, nous ne pouvons pas échouer maintenant. Votre liberté individuelle ne compte pas face à l'importance de ce que nous accomplissons ici. Les autres esclaves regardèrent la scène, horrifiés et impuissants. Nathaniel, forcé d'assister à la punition avec Catherine à ses côtés, sentit quelque chose se briser définitivement en lui. Eleanor ne cherchait pas la justice, elle cherchait le contrôle total. Son discours sur l'égalité n'était qu'un mensonge pour justifier une nouvelle forme de tyrannie. Cette nuit-là, dans leur cabane verrouillée, Catherine pleura sans pouvoir s'arrêter. Nathaniel la prit dans ses bras pour la première fois. Un geste de pure compassion humaine qui transcendait toutes les catégories de race et de statut. Elle s'accrocha à lui comme à une bouée de sauvetage, et ils restèrent ainsi pendant des heures, trouvant dans cette proximité physique un réconfort paradoxal au milieu de l'horreur. « Je vais la tuer », murmura Catherine contre son épaule. « Ma propre mère, je vais la tuer. »« Non », répondit Nathaniel fermement. « Tu ne feras pas ça, parce que si tu la tues, ils te pendent. Et je ne veux pas te perdre. » Catherine leva les yeux vers lui, surprise. « Tu ne veux pas me perdre ?»« Non, » dit-il simplement. « Je ne veux pas. » Ils s'embrassèrent alors. Non pas le baiser mécanique et forcé de leur cérémonie de mariage, mais un vrai baiser, né de l'intimité forcée des dernières semaines, de la compréhension mutuelle de leur situation impossible, et peut-être
juste peut-être, d'un début de véritable affection. C'était étrange, déplacé, compliqué par des siècles de violence raciale et d'oppression. Mais c'était aussi réel. Dans la cabane voisine, une transformation similaire se produisait entre Margaret et Samuel. Margaret avait commencé à parler à Samuel, vraiment parler. Et elle avait découvert un homme intelligent, réfléchi, qui rêvait de liberté mais aussi de beauté, qui sculptait des petites figurines en bois pendant ses rares moments libres, qui connaissait des poèmes par cœur. Elle se rendait compte, avec une gêne croissante, qu'elle n'avait jamais vraiment regardé les esclaves de sa famille comme des êtres humains complets. Ils avaient toujours été des silhouettes floues, des instruments fonctionnels. Samuel, de son côté, voyait Margaret se transformer. Elle perdait son arrogance, sa froideur. Elle devenait vulnérable, humaine. Et cette vulnérabilité créait entre eux une connexion qu'aucun des deux n'aurait pu anticiper. Une nuit, Margaret posa sa tête sur l'épaule de Samuel. « Je suis désolée, dit-elle. « Pour tout. Moi aussi, répondit Samuel. Et il le pensait vraiment. Mais même ces moments d'humanité partagée ne pouvaient pas masquer la réalité terrifiante. Ils étaient tous en danger mortel, et Eleanor devenait de plus en plus imprévisible. Au début de mai, elle convoqua un nouveau conseil de famille dans le salon. Nathaniel, Samuel, Catherine et Margaret durent s'asseoir ensemble autour de la grande table de la salle à manger. Eleanor présidait, un sourire étrange sur le visage, les yeux brillants d'une lumière fébrile. « J'ai une annonce importante, commença-t-elle. Je viens de recevoir une réponse à une lettre que j'ai envoyée il y a quelques semaines. Une femme de Richmond, une veuve abolitionniste nommée Abigail, a accepté de venir nous rejoindre. Elle épousera Thomas. » Un silence de mort accueillit cette déclaration. Puis Catherine parla, sa voix tremblante de rage contenue. « Vous avez contacté quelqu'un de l'extérieur. Vous avez parlé de ce qui se passe ici à une étrangère. »« Abigail n'est pas une étrangère, » répondit Eleanor. « C'est une alliée, une croyante. Elle comprend ce que nous faisons ici. »« Et si elle ne comprend pas ?» demanda Margaret. « Si elle vient ici, voit ce qui se passe réellement et va tout raconter aux autorités, nous serons tous arrêtés. Elle ne fera pas ça, » assura Eleanor. « J'ai été très clair dans ma lettre sur la nature de notre expérience. Elle est enthousiaste. Elle arrive dans 2 semaines. » Nathaniel échangea un regard avec Samuel. Cette nouvelle développée changeait tout. L'arrivée d'une personne extérieure briserait l'isolement de Riverside. Soit elle serait une alliée, comme Eleanor le croyait, soit elle serait leur perte à tous. Il n'y avait pas de terrain intermédiaire. Les 2 semaines suivantes furent les plus étranges de toute cette histoire terrible. Eleanor fit nettoyer la maison de fond en comble, préparer la meilleure chambre d'amis, organiser un repas de bienvenue. Elle obligea tout le monde à répéter le comportement qu'ils devaient adopter devant Abigail. Catherine et Margaret devaient sourire, paraître heureuses de leur mariage. Nathaniel et Samuel devaient se comporter comme des époux aimants. Tout devait avoir l'air parfait, naturel, révolutionnaire mais harmonieux. Mais personne ne croyait à cette mascarade. La tension montait chaque jour un peu plus. Les esclaves chuchotaient entre eux, certains que la fin approchait. Thomas, encore marqué par les coups de fouet reçus 2 semaines plus tôt, était terrifié à l'idée de ce nouveau mariage forcé. Daniel parlait ouvertement de suicide, préférant cette option à ce qui semblait être une descente sans fin dans la folie. Abigail Barrett arriva à Riverside par une chaude après-midi du 17 mai 1851. C'était une femme de 35 ans environ, vêtue sobrement, aux traits sévères, mais non dépourvue de beauté. Elle descendit d'une voiture de louage, portant une petite valise, et regarda autour d'elle avec une expression difficile à déchiffrer. Eleanor l'accueillit avec effusion sur les marches du portique. « Abigail, quel bonheur de vous recevoir enfin. Entrez, entrez. Vous devez être épuisée par le voyage. » Catherine et Margaret attendaient dans le salon, figées dans des sourires forcés. Nathaniel et Samuel se tenaient debout derrière elle, jouant leur rôle d'époux attentifs.
L'absurdité de la scène aurait été comique dans d'autres circonstances. Abigail entra dans la maison, observant tout avec attention. Ses yeux passèrent rapidement sur les domestiques noirs, sur l'ameublement, sur les visages tendus de Catherine et Margaret. Puis, elle vit Nathaniel et Samuel, et quelque chose changea dans son expression. « Éléanore, dit-elle lentement, votre lettre était ambiguë sur certains détails. Peut-être devrions-nous parler en privé d'abord. »« Pas besoin, » répondit Éléanore joyeusement. « Nous sommes tous une famille ici, pas de secret. Laissez-moi vous présenter tout le monde formellement. Voici ma fille aînée Catherine et son mari Nathaniel. » Abigail regarda Catherine puis Nathaniel. On pouvait voir son esprit travailler, essayer de comprendre ce qu'elle voyait. « Son mari, » répéta-t-elle. « Je vois. Et voici ma fille cadette Margaret et son mari Samuel, » continua Éléanore, ignorant l'hésitation d'Abigail. Le silence qui suivit fut long et pesant. Abigail finit par parler, choisissant soigneusement ses mots. « Éléanore, je pense que nous devons effectivement avoir une conversation privée, immédiatement. » Les deux femmes se retirèrent dans le bureau. Catherine, Margaret, Nathaniel et Samuel restèrent dans le salon, n'osant pas bouger, retenant leur souffle. Ils pouvaient entendre des voix étouffées derrière la porte fermée, mais pas distinguer les mots. La discussion dura près d'1 heure. Quand les deux femmes ressortirent, Abigail avait le visage livide. « Je dois partir, » annonça-t-elle. « Immédiatement. »« Non, » dit Éléanore, et sa voix avait pris une tonalité dangereuse. « Vous avez promis dans vos lettres que vous viendriez, que vous participeriez à notre expérience. Vous ne pouvez pas partir maintenant. »« Ce que vous faites ici n'est pas une expérience, » répliqua Abigail, la voix tremblante d'émotion. « C'est de la folie. Ces femmes sont prisonnières. Ces hommes sont terrorisés. Vous ne créez pas l'égalité, vous créez une nouvelle forme d'esclavage psychologique. »« Vous ne comprenez pas, » insista Éléanore. « Vous êtes comme les autres. Vous prêchez l'abolitionnisme, mais quand il s'agit d'actions concrètes, vous reculez. Vous êtes une hypocrite. Et vous êtes une folle, » dit Abigail brutalement. « Je pars. Et si vous essayez de m'en empêcher, je crie. Les voisins les plus proches ne sont qu'à quelques kilomètres. Ils entendront. » Éléanore resta immobile pendant plusieurs secondes, puis fit un signe à Isaïa et Caleb qui se tenaient dans le couloir. « Empêchez-la de partir. » Abigail recula, terrifiée. « Vous ne pouvez pas me retenir ici contre ma volonté. »« Si je peux, » répondit Éléanore calmement. « Cette propriété est à moi. Vous êtes mon invité, et les invités partent quand je le décide. » Ce qui suivit fut rapide et brutal. Abigail tenta de courir vers la porte d'entrée, mais Isaïa la rattrapa facilement. Elle se débattit, cria, mais Caleb l'aida à la maîtriser. Sous les yeux horrifiés de tout le monde, ils la traînèrent vers les escaliers. « Vous êtes devenue complètement folle !» hurla Abigail. « Laissez-moi partir. »« Enfermez-la dans la chambre du haut, » ordonna Éléanore. « Elle changera d'avis dans quelques jours. » Catherine ne put se retenir plus longtemps. « Mère, arrêtez. Vous ne pouvez pas kidnapper cette femme. C'est un crime. »« Tout ceci est un crime, » répliqua Éléanore avec une étrange sérénité. « Depuis le début, l'esclavage est un crime. Le racisme est un crime. Nous vivons dans un monde criminel. Alors oui, j'ajoute un crime de plus à la liste. Qu'importe. » Elle se tourna vers Nathaniel et Samuel. « Vous deux, retournez dans vos cabanes. Tout le monde retourne à son travail. Nous dînerons normalement ce soir. » Mais personne ne bougea. Ils étaient tous figés, réalisant que la situation venait de franchir un point de non-retour. Éléanore ne se contentait plus de forcer ses propres filles et ses propres esclaves. Elle kidnappait maintenant une femme blanche libre. Les conséquences seraient cataclysmiques. À l'étage, Abigail continuait de crier et de marteler la porte de sa chambre. Le bruit résonnait dans toute la maison, un rappel constant de la folie qui s'était emparée de Riverside. Cette nuit-là, dans leur cabane, Catherine et Nathaniel restèrent éveillés, parlant à voix basse. « Il faut faire quelque chose, » disait Catherine. « Abigail va être portée disparue. On va la chercher. On va venir ici. »
Peut-être que c'est ce qu'il faut, répondit Nathaniel. Peut-être que c'est la seule façon de mettre fin à cette situation. Laissez les autorités venir. Mais ils te tueront, dit Catherine, la voix brisée. Dès qu'ils apprendront pour les mariages, ils te pendent, toi et Samuel, et peut-être Thomas et Daniel aussi, juste pour l'exemple. Alors je meurs, dit Nathaniel avec une étrange acceptation. Au moins, ça s'arrêtera. Non, dit Catherine fermement. Je ne te laisserai pas mourir. Elle l'embrassa avec une intensité désespérée, et cette nuit-là, pour la première fois, leur mariage fut consommé. Non pas parce qu'Éléanore l'avait ordonné, mais parce qu'ils avaient choisi de trouver un peu de réconfort humain dans l'enfer où ils étaient prisonniers. C'était compliqué, chargé de toute l'histoire terrible du Sud, mais c'était aussi un acte de rébellion intime contre tout ce qu'Éléanore représentait. Elle avait voulu les forcer à s'unir pour prouver un point philosophique. Ils choisissaient maintenant de s'unir pour se réconforter mutuellement. Le lendemain, tout changea à nouveau. Martha vint frapper à la porte de la cabane au petit matin, avant le lever du soleil. « Nathaniel » chuchota-t-elle à travers la porte. « Catherine, réveillez-vous, il faut que je vous parle. » Nathaniel ouvrit la porte prudemment. Martha avait le visage ravagé par l'anxiété et l'insomnie. « Isaïa et Caleb parlent de partir », dit-elle rapidement. « Ils ont peur que toute cette histoire explose et qu'ils soient impliqués. Ils veulent aller voir les autorités en premier, raconter tout, et prétendre qu'ils essayaient simplement de suivre les ordres. »« Quand » demanda Catherine, maintenant complètement réveillée. « Cette nuit » répondit Martha. « Ils attendent la nuit pour partir discrètement. Mais une fois qu'ils seront partis, c'est fini. Les autorités arriveront ici dans un jour ou deux, maximum. »« Alors nous devons partir avant eux, » dit Nathaniel. « Tous. »« Pour aller où ?» demanda Martha. « Avec Abigaël enfermée à l'étage. Vous croyez qu'Éléanore va vous laisser partir maintenant ?» Catherine réfléchit intensément. « Non. Mère ne nous laissera pas partir. Mais on peut la forcer. »« Comment ?» demanda Nathaniel. « On peut lui dire qu'on va raconter l'histoire nous-mêmes, » dit Catherine. « Dire que c'était entièrement son idée, qu'elle nous a tous forcés. On peut témoigner contre elle. »« Ils ne croiront jamais un esclave, » objecta Nathaniel. « Mon témoignage ne vaut rien devant un tribunal. »« Mais le mien, si, » répliqua Catherine. « Et celui de Margaret, et celui d'Abigaël. Si nous témoignons toutes les trois contre mère, si nous disons qu'elle est devenue folle, qu'elle nous a forcés, qu'elle a kidnappé Abigaël, alors peut-être qu'on peut s'en sortir. »« Et nous ?» demanda Nathaniel. « Samuel, Thomas, Daniel et moi, qu'est-ce qu'on devient dans ce scénario ?» Catherine ne répondit pas immédiatement. La vérité, aussi cruelle soit-elle, était qu'il n'y avait pas de bon scénario pour les hommes noirs impliqués dans cette histoire. Peu importait qu'ils aient été forcés, qu'ils soient victimes, eux aussi. La société ne ferait pas de distinction. « Je ne sais pas, » admit-elle finalement, « mais c'est notre seule chance. » Ils passèrent la journée à élaborer leur plan, communiquant discrètement avec Margaret et Samuel. À la tombée de la nuit, ils étaient prêts. Le plan était simple mais dangereux. Catherine et Margaret confronteraient Éléanore, exigeraient qu'elle libère Abigaël et leur permette à tous de quitter Riverside. Si elle refusait, ils menaceraient de révéler toute l'histoire aux autorités avec leurs témoignages. Mais les plans bien conçus se heurtent souvent à la réalité imprévisible. Vers 8 heures du soir, des cris terrifiés résonnèrent depuis la maison principale. Catherine et Nathaniel sortirent précipitamment de leur cabane pour voir de la fumée sortir d'une des fenêtres de l'étage. Le feu. La maison principale était en feu. Le chaos éclata instantanément. Les domestiques sortaient en courant, certains portant des seaux d'eau dans un effort futile d'éteindre les flammes. Margaret apparut, tirant Éléanore par le bras. La vieille femme semblait hébétée, son visage couvert de suie. « Où est Abigaël ?» cria Catherine en se précipitant vers sa sœur. « Encore à l'étage !» hurla Margaret. « La porte est verrouillée de l'extérieur. » Nathaniel n'hésita pas. Il courut vers la maison en feu, malgré les cris de Catherine qui le suppliaient de ne pas y aller.
Il monta les escaliers où la fumée devenait épaisse, trouva la chambre où Abigail était enfermée et défonça la porte d'un coup d'épaule. Abigail était recroquevillée dans un coin, toussant violemment. Il la souleva et la porta dans ses bras, descendit les escaliers en titubant, les poumons brûlants, les yeux pleins de larmes. Il sortit juste au moment où une partie du toit s'effondrait. Catherine courut vers lui, l'aida à allonger Abigail sur l'herbe. La femme toussait mais respirait. Elle était en vie. Autour d'eux, la maison Riverside brûlait, les flammes illuminant la nuit. Tous les esclaves, tous les domestiques, les 2 filles, Eleanor, ils étaient tous là, regardant la destruction de ce qui avait été le centre de leur vie. Eleanor se tenait immobile, regardant les flammes avec une expression vide. C'était censé être le début d'un nouveau monde, murmura-t-elle. Comment tout a-t-il pu mal tourner? Abigail, reprenant ses esprits, regarda Eleanor avec une haine pure. « Vous êtes un monstre », dit-elle d'une voix rauque. Un monstre qui se cache derrière de beaux discours. « Le feu », dit soudain Samuel. « Comment le feu a-t-il commencé ?» Tous regardèrent autour d'eux, cherchant Isaïa et Caleb. Mais les 2 hommes avaient disparu. Martha comprit la première. « Ils ont mis le feu », dit-elle. Pour détruire les preuves, tous les registres, toutes les lettres d'Eleanor, tout ce qui pourrait les impliquer. Ils sont partis maintenant, vers les autorités. Le silence qui suivit cette révélation fut brisé par le son de sabots de chevaux au loin. Des torches apparurent sur le chemin menant à la propriété. Les voisins avaient vu les flammes. « Il faut partir », dit Nathaniel, « maintenant, tous ceux qui le peuvent. » Mais il était déjà trop tard. Les cavaliers approchaient rapidement, au moins une dizaine d'hommes armés. L'un d'eux cria « Que se passe-t-il ici? Nous avons entendu dire qu'il y avait des troubles. » Eleanor s'avança, reprenant soudainement contenance. « Un incendie, » dit-elle d'une voix ferme. « Un accident. »« Tout va bien. » Mais Abigail se leva, chancelante. « Non !» cria-t-elle. « Rien ne va bien. Cette femme m'a retenue prisonnière. Elle a forcé ses filles à épouser ses esclaves. Elle est folle. » Les cavaliers se figèrent, essayant de comprendre ce qu'ils venaient d'entendre. L'un d'eux, un homme âgé que Catherine reconnut comme le juge du comté, descendit de cheval. « Madame Barrett ?» dit-il reconnaissant Abigail. « C'est vous? Votre famille vous cherche depuis 3 jours. On pensait que vous aviez été attaqué sur la route. J'ai été kidnappé, dit Abigail, par Eleanor Caldwell. Et ce que j'ai vu ici, elle regarda autour d'elle, vers Catherine et Nathaniel, vers Margaret et Samuel. Ce sont des abominations, des crimes contre nature. Le juge suivit son regard et vit ce qu'Abigail indiquait. Il vit Catherine tenir la main de Nathaniel. Il vit Margaret debout à côté de Samuel. Il vit les anneaux de fer à leurs doigts. Et son visage devint cramoisi de rage. « Qu'est-ce que c'est que ceci ?» tonna-t-il. « Eleanor Caldwell, qu'avez-vous fait ?» Ce qui suivit fut rapide et brutal. Le juge ordonna immédiatement que Nathaniel et Samuel soient arrêtés et enchaînés. Ils se débattirent, mais les cavaliers étaient nombreux et armés. Catherine et Margaret hurlèrent, supplièrent, mais furent maintenus à l'écart. Eleanor fut également arrêtée, accusée de séquestration et de complicité dans des relations illégales interraciales. « Non !» criait Catherine. « Vous ne comprenez pas. Nous avons été forcés. Ma mère nous a forcés. »« Silence !» ordonna le juge. « Vous parlerez devant le tribunal. En attendant, vous êtes toutes les 2 consignées dans la propriété voisine. » Thomas et Daniel, terrifiés, essayèrent de s'échapper dans la confusion, mais furent rapidement rattrapés. Le juge ordonna qu'ils soient également arrêtés par précaution, le temps que l'enquête détermine leur niveau d'implication. « Mais ils n'ont rien fait », protesta Margaret. « Ils ne sont pas impliqués. »« Tous les nègres de cette propriété sont suspects », répondit froidement le juge. « Ils seront interrogés. » La nuit se termina dans le chaos total. Nathaniel, Samuel, Thomas et Daniel furent emmenés en ville, enchaînés à l'arrière d'une charrette comme du bétail. Eleanor fut placée dans une voiture séparée,
gardée par 2 hommes armés. Catherine et Margaret, en larmes, furent conduites chez les voisins les plus proches, où elles seraient gardées jusqu'à ce que les autorités décident de leur sort. Abigail, libérée, raconta son histoire à quiconque voulait l'écouter, embellissant certains détails, omettant d'autres, mais maintenant la substance de la vérité. Eleanor Caldwell avait créé quelque chose de monstrueux à Riverside. La nouvelle se répandit comme un feu de poudre. En quelques jours, tout le comté connaissait l'histoire. Les journaux de Richmond, puis ceux de Norfolk et même de Washington en parlèrent. Le scandale de Riverside, titrait un journal. Une femme folle marie ses filles à ses esclaves, proclamait un autre. Les détails variaient selon les sources, certaines exagérant, d'autres minimisant. Mais le cœur de l'histoire restait le même. Et l'opinion publique était unanime. C'était une abomination. Le procès eut lieu en juin 1851. C'était l'un des plus suivis de l'histoire de la Virginie. Des curieux venaient de tout l'État pour assister aux audiences. La salle d'audience était bondée chaque jour. Les gens se pressaient pour entendre les témoignages. Eleanor Caldwell fut jugée en premier. Elle ne nia rien. Au contraire, elle utilisa le procès comme une tribune pour ses idées. Pendant 3 jours, elle parla sans interruption de l'injustice de l'esclavage, de l'égalité des races, de la nécessité de renverser l'ordre social. Son avocat, désespéré, essaya de plaider la folie, mais Eleanor refusa cette défense. « Je ne suis pas folle », déclara-t-elle devant la cour. « Je suis la seule personne saine d'esprit dans une société devenue folle. Vous, qui possédez des êtres humains comme du bétail, vous m'appelez folle. C'est votre monde qui est fou. C'est votre système qui est une abomination. » Le jury la déclara coupable de séquestration, de complicité dans des relations illégales interraciales et de mise en danger de mineurs. Bien que Catherine et Margaret soient majeures, le juge décida que la coercition exercée par Eleanor équivalait à une mise en danger. Elle fut condamnée à 20 ans de prison, une peine qu'elle ne purgerait jamais entièrement. Elle mourut en prison 18 mois plus tard, officiellement de pneumonie, mais certains disaient qu'elle s'était simplement laissée mourir, refusant de manger, de parler, de vivre dans un monde qui rejetait sa vision. Le procès de Nathaniel et Samuel fut différent. Leur avocat, un abolitionniste de Richmond qui avait offert ses services gratuitement, tenta de démontrer qu'ils avaient été contraints, qu'ils étaient victimes et non complices. Catherine et Margaret témoignèrent en leur faveur, racontant en détail les menaces d'Eleanor, le climat de terreur à Riverside, le fait qu'elle-même avait été forcée. Mais le jury, composé exclusivement d'hommes blancs du Sud, était peu réceptif à cette défense. Pour eux, peu importait que Nathaniel et Samuel aient été forcés ou non. Ils avaient franchi la ligne la plus sacrée de la société sudiste. Ils avaient eu des relations avec des femmes blanches. Cela seul méritait la mort. Le verdict fut prononcé un matin étouffant de juillet. Coupable. Condamné à être pendu. Catherine s'évanouit en entendant le verdict. Margaret se mit à hurler, accusant le jury d'assassin, de monstre. On les fit sortir de force de la salle d'audience. Thomas et Daniel, après interrogatoire approfondi, furent déclarés non coupables, mais furent vendus à un marchand d'esclaves du Kentucky. Ils disparurent dans l'anonymat des plantations de l'Ouest, leur sort inconnu. L'exécution de Nathaniel et Samuel était prévue pour le 5 août. Catherine et Margaret demandèrent à les voir une dernière fois. La demande fut d'abord refusée, puis finalement accordée sous surveillance stricte. Catherine entra dans la cellule de Nathaniel, accompagnée d'un gardien qui resta à la porte. Nathaniel était assis sur le sol de pierre, le dos contre le mur, les mains enchaînées. Il leva les yeux quand elle entra et essaya de sourire. « Tu n'aurais pas dû venir, dit-il. Je devais te voir, répondit Catherine, s'agenouillant à côté de lui. Je devais te dire... » Elle s'arrêta, cherchant les mots. « Je devais te dire que ce qui s'est passé entre nous dans cette cabane, c'était réel. Pour moi, pas ce que ma mère avait imaginé, pas une expérience philosophique, mais réel. Pour moi aussi, dit Nathaniel doucement. Malgré tout, malgré l'horreur de cette situation, tu es devenue importante pour moi. » Ils restèrent ainsi pendant les quelques minutes qui leur furent accordées, tenant les mains l'une de l'autre,
pleurant en silence, partageant un chagrin trop vaste pour les mots. Dans une autre cellule, Margaret et Samuel vivaient une scène similaire. Margaret s'était battue pour obtenir cette visite, avait menacé, supplié et finalement convaincu les autorités. Elle avait quelque chose de vital à dire à Samuel. « Je suis enceinte », lui dit-elle simplement. Samuel la regarda stupéfait. « Tu es... quoi ?»« Enceinte », répéta-t-elle. « De ton enfant. Ce que ma mère voulait. Un enfant métissé, symbole de son nouveau monde. » Sa voix était amère. Mais ce n'est pas le symbole qu'elle imaginait. C'est un enfant qui n'aura jamais de père. Un enfant qui portera la honte de ses origines toute sa vie. Samuel ferma les yeux, accablé. « Qu'est-ce que tu vas faire ? Je vais le garder, » dit Margaret avec une détermination farouche. « C'est ton enfant, notre enfant. Je vais le garder et je vais l'aimer, peu importe ce que dit le monde. Tu seras déshonoré, » dit Samuel. « Rejeté par la société. »« Je m'en fiche, » répliqua Margaret. « Tout ce qui comptait dans mon ancienne vie est déjà détruit. Au moins, j'aurai quelque chose de toi. » Le 5 août 1851, Nathaniel et Samuel furent pendus dans la cour de la prison du comté. Une foule immense assista à l'exécution, venue voir la conclusion de l'affaire la plus scandaleuse de la région. Certains criaient des insultes aux condamnés, d'autres restaient silencieux, mal à l'aise devant ce spectacle. Catherine et Margaret refusèrent d'assister. Elles restèrent chez leur oncle à Norfolk, où elles avaient trouvé refuge, s'accrochant l'une à l'autre, attendant que les heures passent, que tout soit fini. Nathaniel et Samuel montèrent sur l'échafaud avec dignité. On leur demanda s'ils avaient quelque chose à dire. Nathaniel parla le premier. « Je veux que l'histoire se souvienne que nous n'étions pas des criminels, » dit-il d'une voix claire qui porta dans toute la cour. « Nous étions des hommes, des êtres humains. Et nous avons été tués pour avoir franchi une ligne que nous n'avons jamais choisi de franchir. Eleanor Caldwell était folle, c'est vrai, mais ce monde qui nous pend aujourd'hui est encore plus fou. » Samuel ne dit rien. Il regarda simplement vers le ciel, pensant à Margaret, à l'enfant qu'il ne verrait jamais, à la vie qu'il aurait pu avoir dans un monde différent. Les traboules tombèrent, les corps se balancèrent. Et ce fut fini. L'histoire de Riverside devint une légende locale, un conte d'avertissement raconté pendant des générations. La propriété elle-même fut abandonnée. La maison partiellement brûlée resta en ruine pendant des années, et les gens évitaient de passer près d'elle après la tombée de la nuit. On disait qu'elle était maudite, que les fantômes des morts y erraient, mais ces histoires n'étaient que des superstitions pour masquer la vérité bien plus terrifiante. Ce qui s'était passé à Riverside n'avait rien de surnaturel. C'était purement humain. Une folie humaine, une cruauté humaine, une tragédie humaine. Catherine ne se remaria jamais. Elle vécut le reste de sa vie retirée à Norfolk, refusant de parler de Riverside, refusant de voir les journalistes qui venaient régulièrement la solliciter pour des interviews. Elle mourut en 1889, à l'âge de 58 ans. Emportant avec elle les derniers détails intimes de ce qui s'était vraiment passé dans cette cabane où elle avait vécu pendant quelques semaines avec Nathaniel. Margaret donna naissance à un garçon en février 1852. Elle le prénomma Samuel, malgré les protestations véhémentes de sa famille. L'enfant avait la peau claire, mais ses traits trahissaient son héritage mixte. Il grandit en marge de la société blanche, ni pleinement accepté, ni totalement rejeté. Margaret consacra sa vie à lui donner la meilleure éducation possible, utilisant ce qui restait de l'héritage Caldwell pour lui payer des précepteurs, des livres, des voyages. Quand la guerre civile éclata en 1861, le jeune Samuel s'engagea dans l'armée de l'Union, combattant pour la libération des esclaves au nom du père qu'il n'avait jamais connu. Abigail Barrett retourna à Richmond, où elle devint une figure controversée du mouvement abolitionniste. Elle parlait souvent de son expérience à Riverside, mais sa version des faits évoluait avec le temps, devenant de plus en plus dramatique, de moins en moins fidèle à la réalité.
Dans ses dernières conférences, elle présentait Eleanor comme un monstre diabolique et elle-même comme une héroïne qui avait exposé un complot terrible. La complexité réelle de la situation, les zones grises morales, tout cela disparut dans son récit simplifié. Quant aux autres esclaves de Riverside, ils furent dispersés lors de la liquidation de la succession Caldwell. Certains furent vendus vers le sud profond, d'autres restèrent dans la région. Martha réussit à acheter sa liberté quelques années plus tard, avec l'argent économisé au fil des décennies. Elle aussi refusa toujours de parler de Riverside, emportant ses secrets dans la tombe. Les documents officiels sur l'affaire Riverside existent encore aujourd'hui dans les archives du comté de Hanover. Les comptes rendus du procès, les témoignages, les verdicts, tout est là, soigneusement préservé. Mais il ne raconte qu'une version partielle de l'histoire. Il ne parle pas des nuits dans les cabanes où Catherine et Nathaniel avaient trouvé un réconfort mutuel dans l'horreur. Il ne mentionne pas les conversations entre Margaret et Samuel où ils avaient découvert leur humanité commune. Ils ne décrivent pas la folie progressive d'Eleanor, cette descente lente dans une obsession qui avait détruit tant de vies. Et il ne pose jamais la question qui aurait dû être au cœur de tout. Dans un monde fondé sur l'injustice systématique, où commence la folie et où finit la conscience? Eleanor Caldwell était-elle folle d'essayer de détruire un système qu'elle considérait comme immoral? Ou était-elle simplement folle dans sa méthode, forçant les autres à se sacrifier pour ses idéaux? Ces questions restent sans réponse. Tout comme reste sans réponse la question de savoir ce que seraient devenus Catherine et Nathaniel, Margaret et Samuel, s'ils avaient vécu dans un monde différent, un monde où leur humanité commune aurait été reconnue plutôt que niée, où leur union aurait été possible plutôt qu'impensable. Le massacre de Virginie de 1851 ne fut pas un massacre au sens traditionnel. Personne ne mourut lors d'un assaut violent. Mais ce fut néanmoins un massacre, une destruction systématique de vies humaines par les conventions sociales rigides d'une société malade. 6 personnes disparurent en une nuit, dit-on. C'est techniquement vrai, si on compte Eleanor, Nathaniel, Samuel, et les versions de Catherine, Margaret et Abigail qui existaient avant cette nuit fatale. Ces personnes-là disparurent, tuées non par le feu ou la violence physique, mais par quelque chose de bien plus insidieux. Cette histoire vous a-t-elle donné des frissons? Pensez-vous que tout cela pourrait vraiment être arrivé? L'histoire officielle dit que c'était un simple incendie accidentel, mais les documents que nous venons de citer racontent une toute autre vérité. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette affaire. Était-ce de la folie pure ou une tentative désespérée de justice dans un monde injuste? Abonnez-vous pour plus d'histoires historiques inquiétantes et partagez cette vidéo avec ceux qui aiment les mystères sombres du passé. Parce que l'histoire ne se limite jamais aux versions officielles. Il y a toujours des secrets enterrés, des vérités dérangeantes que personne ne veut entendre. Et nous sommes là pour les déterrer.